Il y a un moment où les mots s'épuisent. Ce n'est pas un moment de colère explosive, pas une porte qui claque. C'est un silence qui s'installe. Un silence qui a le poids de toutes les conversations qui n'ont mené nulle part, de toutes les explications qui se sont évaporées avant même d'être comprises. Vous êtes dans cette pièce silencieuse maintenant. Le téléphone est posé, face cachée. Il n'y a plus cette compulsion de vérifier, cette anxiété qui tordait le ventre. À la place, il y a une sorte de calme étrange, presque inconfortable. Une fatigue profonde, non pas dans vos muscles, mais dans votre âme. C'est la fatigue d'avoir trop essayé, trop parlé, trop tendu la main vers quelqu'un qui ne la saisissait jamais vraiment. Vous vous souvenez de la dernière fois, la dernière tentative d'expliquer ce que vous ressentiez. Vos mots, vous les aviez choisis avec soin, comme des pièces de verre fragiles. Vous les aviez polis, espérant qu'ils verraient enfin la lumière à travers. Et en face, ce regard vide, ou cette défense immédiate, ou ce soupir d'impatience qui disait « Encore, on ne peut pas juste être bien ?» Et c'est là que quelque chose a cédé. Pas avec un bruit de rupture, mais comme un fil qui s'effiloche doucement, sans que personne ne s'en aperçoive. Le fil de votre espoir, que les mots puissent encore construire un pont. Vous avez compris que vous ne parliez plus pour être entendu. Vous parliez pour vous convaincre vous-même que vous aviez encore une voix dans cette relation. Alors, vous vous êtes tu. Ce silence n'est pas une stratégie. Ce n'est pas la règle du silence radio que l'on trouve dans les magazines. C'est une reddition. Mais pas une défaite. C'est l'abandon d'une guerre que vous étiez la seule à mener. C'est le moment où une femme cesse de se battre contre le brouillard et décide simplement de ne plus marcher dedans. Elle s'arrête. Elle attend que la brume se lève ou se dissipe, mais elle ne fera plus un pas de plus à l'aveugle, en criant un nom dans le vide. Ce silence est une frontière que vous n'avez pas dessinée avec de la colère, mais avec l'épuisement. C'est le son de votre énergie qui cesse de fuir vers l'extérieur pour commencer enfin à revenir vers l'intérieur. Et c'est terrifiant, parce que ce silence est plein. Il est plein de vos propres sentiments, ceux que vous mettiez de côté pour gérer les siens. Il est plein de la vérité que vous refusiez de regarder en face. La vérité, c'est que vous avez joué un rôle pendant très longtemps. Le rôle de la femme compréhensive, de celle qui communique, de celle qui travaille sur la relation. Vous avez porté ce masque avec tant de conviction que vous avez fini par croire que c'était vous. Mais ce rôle exigeait que vous soyez toujours celle qui explique, qui initie, qui répare. Et maintenant que le rideau est tombé, dans le silence de votre propre loge, vous ne savez plus qui vous êtes sans ce costume. La question qui flotte dans l'air n'est plus « est-ce qu'il va finir par comprendre ?» La question est devenue infiniment plus personnelle, plus profonde. Qu'est-ce que je vais découvrir sur moi-même, maintenant que j'ai cessé de me perdre en lui ? Ce silence n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'un chapitre écrit dans une langue que vous aviez oubliée, la vôtre. Au début, ce silence est assourdissant. Votre corps, habitué à l'adrénaline de l'attente, du conflit et de la réconciliation, est en état de manque. Chaque heure qui passe sans message est un cri. Vous imaginez ses réactions. Est-il en colère ? Est-il soulagé ? Est-ce qu'il remarque même votre absence ? Votre esprit, tel un détective obsessionnel, rejoue les scènes, cherche des indices, tente de prédire l'avenir. C'est une phase de sevrage. Le sevrage de l'approbation. Le sevrage du besoin d'avoir le dernier mot, même si ce mot était une supplique. Vous réalisez à quel point votre état émotionnel était dépendant de ses réactions. Un mot gentil de sa part, et votre journée s'illuminait. Un silence, et tout s'effondrait. Vous n'étiez pas la gardienne de votre propre paix. Vous étiez la météorologue de son climat émotionnel. Et puis, une culpabilité sournoise s'installe. Une petite voix vous murmure « Tu es froide, tu es cruelle, tu le punis ». Cette voix est l'écho de toutes les fois où l'on vous a dit que vous étiez trop sensible, trop compliqué, et que vous deviez faire des efforts. C'est la voix de la gentille fille en vous.
celle qui a appris que son rôle était de maintenir l'harmonie, même au prix de sa propre vérité. Cette culpabilité est un piège. Elle est conçue pour vous faire rompre le silence, pour vous faire retourner à votre poste de régulatrice émotionnelle. Elle vous fait croire que votre silence est une agression, alors qu'il n'est qu'une protection. C'est la cage dorée qui se referme sur vous, vous faisant croire que la porte ouverte est une menace. Mais si vous résistez, si vous traversez cette première vague de panique et de culpabilité, quelque chose d'autre émerge. Une clarté fragile. Vous commencez à remarquer des choses. Le calme dans votre appartement, le goût de votre café que vous buvez sans vérifier votre téléphone toutes les 30 secondes. Vous entendez le son de votre propre respiration. C'est ici que le travail psychologique profond commence. C'est ici que les concepts de Carl Jung cessent d'être des théories abstraites pour devenir une carte de votre propre territoire intérieur. Votre silence n'est pas un vide, c'est un miroir. Et ce qui le reflète est à la fois fascinant et dérangeant. La première chose que vous voyez dans ce miroir est votre persona. La persona, pour Jung, est le masque social que nous portons pour nous adapter au monde, pour être acceptés. Votre persona était celle de la partenaire parfaite, patiente, communicative, toujours prête à comprendre et à pardonner. Elle était magnifique, cette persona. Elle vous a valu des compliments. Tu es si forte, tu es si patiente avec lui. Mais le port d'un masque est épuisant, surtout quand il cache un visage qui ressent tout le contraire. Derrière la persona de la femme compréhensive se cachait votre ombre. L'ombre, chez Jung, n'est pas nécessairement mauvaise. C'est simplement tout ce que nous refoulons, tout ce que nous ne voulons pas admettre sur nous-mêmes. Votre ombre contenait le ressentiment accumulé après chaque effort non reconnu. Elle contenait la colère sourde de voir vos besoins constamment minimisés. Elle contenait cette part de vous qui criait « Et moi alors ? Quand est-ce que quelqu'un prend soin de moi ?» Tant que vous parliez, que vous expliquiez, vous mainteniez cette ombre enchaînée dans la cave de votre psyché. Chaque tentative de communication était une façon de dire à votre ombre « Tais-toi, je gère, je vais le faire changer, je vais le faire comprendre. » Mais l'ombre ne peut pas être enchaînée éternellement. L'énergie qu'il faut pour la réprimer finit par s'épuiser. Votre silence, c'est le son des chaînes qui tombent. C'est votre ombre qui, enfin, a le droit de monter les escaliers et de s'asseoir dans le salon. Elle ne vient pas pour détruire, elle vient pour être reconnue. Elle vient vous apporter un message. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de ne plus vouloir. Ce silence est donc un acte d'intégration. C'est le moment où vous cessez de vous couper en deux, la gentille que vous montrez au monde et la méchante, en colère, frustrée, que vous cachez. Vous commencez à accepter que ces deux parties font partie de vous. Et cette acceptation est le premier pas vers la véritable force. Non pas la force de tout endurer, mais la force de dire stop. Le silence change la dynamique du pouvoir. Tant que vous parliez, vous étiez en demande. Vous demandiez de l'attention, de la validation, de la compréhension. Vous étiez dans une position de vulnérabilité. En vous taisant, vous retirez votre demande. Vous cessez de tendre une coupe vide en espérant qu'il la remplisse. Vous commencez à chercher une source à l'intérieur de vous. Cela ne veut pas dire devenir froide ou inaccessible. Cela veut dire devenir entière. Et c'est cette entièreté qui, paradoxalement, peut le plus perturber l'autre. Car il n'a plus affaire à la persona prévisible, mais à une femme dont il ne détient plus le manuel d'utilisation. Mais nous ne sommes qu'à la surface du mécanisme. Il y a une autre couche, plus profonde et plus inconfortable. C'est la couche de la projection. La projection est l'un des mécanismes psychologiques les plus puissants et les plus subtils que Jung ait décrit. C'est un processus inconscient par lequel nous attribuons à une autre personne des qualités, des sentiments ou des intentions qui sont en réalité les nôtres. Nous projetons sur l'écran de l'autre le film qui se joue à l'intérieur de nous. Dans une relation où une femme s'épuise à expliquer, la projection est à l'œuvre à plusieurs niveaux. D'abord,
vous avez peut-être projeté sur lui votre propre animus. L'animus, pour Jung, est l'image masculine intérieure d'une femme, son archétype de la logique, de la raison, de l'action. Quand cet animus est projeté, une femme attend de l'homme extérieur qu'il incarne ses qualités pour elle. Vous attendiez de lui qu'il apporte la clarté, qu'il valide vos sentiments par une analyse logique, qu'il prenne la bonne décision. En d'autres termes, vous lui aviez confié, sans le savoir, une partie de votre propre autorité intérieure. Chaque fois que vous lui demandiez « tu comprends ?», vous lui demandiez en réalité la permission de ressentir ce que vous ressentiez. Vous attendiez qu'il signe le formulaire autorisant vos émotions à exister. Votre silence est un acte radical de retrait de cette projection. En cessant de lui demander de valider votre réalité, vous êtes forcé de la valider vous-même. C'est un mouvement terrifiant au début, car il vous laisse seul face à vos propres sentiments, sans filet de sécurité extérieure. Mais c'est aussi un mouvement de libération immense. Vous reprenez possession de votre propre esprit. Vous devenez votre propre autorité. La deuxième projection, plus douloureuse encore, est celle de l'idéal. Vous êtes tombée amoureuse non seulement de cet homme, mais aussi d'un potentiel. Le potentiel de la relation qu'il pourrait être, si seulement il comprenait, si seulement il changeait un peu. Vous avez projeté sur lui l'image de l'homme capable de la connexion profonde que vous désiriez. Et vous avez passé des mois, peut-être des années, à essayer de faire coïncider l'homme réel avec l'image projetée. Vos explications sans fin n'étaient pas seulement des tentatives de communication, c'étaient des tentatives de sculpter la réalité pour qu'elle corresponde à votre projection. Vous essayez de lui apprendre à jouer le rôle que vous aviez écrit pour lui dans votre monde intérieur. Le silence est l'aveu que la statue ne prendra pas vie. C'est le moment où vous cessez de polir la pierre en espérant y trouver de la chair. Vous acceptez de voir l'homme tel qu'il est, et non tel que vous espériez qu'il soit. Et cela amène à la question la plus difficile. Est-ce que j'aime l'homme qui est là, dans son silence et son incapacité à me rejoindre, ou est-ce que j'étais amoureuse de l'écho de mes propres désirs ? Répondre à cette question demande un courage immense. Car cela implique de faire le deuil, non pas forcément de la personne, mais de l'espoir auquel vous vous êtes accroché si fort. C'est ce deuil qui rend le silence si lourd. Et puis, il y a la projection de sa part. Un homme qui est mal à l'aise avec ses propres émotions, son propre monde intérieur, ce que Jung appellerait son anima, son côté féminin intérieur, peut être profondément déstabilisé par une femme qui exprime les siennes. Inconsciemment, vos émotions peuvent lui rappeler sa propre vulnérabilité refoulée, ce qui le pousse à se fermer, à rationaliser ou à vous accuser d'être trop émotive. En vous taisant, vous cessez de jouer ce jeu de miroir. Vous retirez l'écran sur lequel il projetait sa propre peur de la vulnérabilité. Votre silence le renvoie à lui-même. Il n'a plus votre drame pour se distraire de son propre vide intérieur. Et c'est là que sa réaction, ou son absence de réaction, devient un diagnostic non pas de vos sentiments pour lui, mais de sa relation avec lui-même. S'il panique, s'il devient soudainement attentif, ce n'est pas forcément parce qu'il a peur de vous perdre, vous. C'est peut-être parce qu'il a peur de perdre le miroir qui lui permettait de ne pas se voir. Il a peur de la perte de contrôle sur la dynamique. S'il ne réagit pas du tout, cela peut indiquer une incapacité profonde à se connecter à son propre monde intérieur, et donc, par extension, au vôtre. Mais voici le tournant crucial. Le but de cette analyse n'est pas de devenir une experte de sa psyché. Le but est de comprendre pourquoi cette dynamique vous a tenu captive. La question n'est pas « pourquoi est-il comme ça ?» La question est « qu'est-ce qui en moi a accepté ce rôle si longtemps ?» Et la réponse nous mène souvent à un complexe plus ancien. Un complexe, pour Jung, est un noyau d'émotions, de souvenirs et de pensées inconscientes, généralement formées dans l'enfance. Le complexe de l'abandon, par exemple, ou le complexe de ne pas être assez bien. Une femme qui a un complexe d'abandon sous-jacent peut devenir une surcommunicante, par peur que le silence ne mène à la rupture. Elle parle pour s'assurer que le lien est toujours là.
Elle explique pour prévenir tout malentendu qui pourrait mener à une distance. Elle devient hyper vigilante. Son silence actuel est donc à la fois son plus grand acte de courage et sa plus grande peur. Elle affronte directement le monstre de son complexe, la possibilité d'être seule. En choisissant le silence, vous ne faites pas que cesser de parler à un homme. Vous cessez de nourrir un vieux schéma. Vous dites à l'enfant en vous qui a peur d'être abandonné, « Je suis là. Je ne t'abandonnerai pas, même si tout le reste s'en va. » Notre valeur ne dépend pas de notre capacité à retenir quelqu'un. C'est un travail sacré et silencieux. Il se passe dans l'intimité de votre être, loin des regards. C'est la porte de votre chambre que vous fermez. Pas pour le punir, pas pour l'exclure avec colère, mais pour créer un espace où vous pouvez enfin être seul avec vous-même, sans avoir à performer, à justifier, à expliquer votre existence. Une porte fermée n'est pas un mur. C'est une déclaration de souveraineté. C'est dire « Ceci est mon espace, mon énergie m'appartient, ma paix est ma priorité ». Au fil des jours, le silence change de nature. La panique initiale se transforme en une sorte de curiosité. Qui êtes-vous quand vous ne vous définissez pas par rapport à lui ? Quels sont vos propres désirs, vos propres pensées, quand ils ne sont pas filtrés par l'anticipation de sa réaction ? C'est une renaissance. Vous commencez à faire des choses pour vous, non pas comme une distraction, mais comme un acte de dévotion envers vous-même. Vous reprenez ce cours de poterie, vous appelez cet ami que vous aviez négligé, vous lisez ce livre qui prend la poussière. Chaque petite action est un fil que vous tissez pour recréer votre propre filet de sécurité. Un filet fait de votre propre substance. Le symbole de la porte fermée évolue. Au début, c'était une défense, un rempart contre la douleur. Maintenant, elle devient la porte d'un jardin intérieur. Un jardin que vous aviez laissé en friche parce que vous étiez trop occupé à essayer d'arroser le désert de l'autre. Vous commencez à enlever les mauvaises herbes, les doutes, la culpabilité, les vieilles croyances. Vous plantez de nouvelles graines, l'estime de soi, l'autocompassion, la confiance en votre propre intuition. Vous réalisez que la plus grande peur n'était pas de le perdre lui. C'était la peur de ce que son absence dirait de vous. La peur d'être la femme qu'on quitte, celle qui n'a pas réussi. C'est une peur liée à la persona, à l'image sociale. Mais dans le silence de votre jardin, ces étiquettes perdent leur pouvoir. Elles ne sont que des feuilles mortes balayées par le vent. La question de son retour devient secondaire. Elle n'est plus le centre de votre univers. Le centre, c'est vous. Et c'est le changement le plus profond. Vous passez d'une psychologie de la dépendance à une psychologie de l'individuation. L'individuation, le concept central de Jung, est le processus par lequel une personne devient son propre soi, unique et entier, en intégrant consciemment les différentes parties de sa psyché, y compris l'ombre. Votre silence était le catalyseur de votre propre processus d'individuation. Il a créé la crise nécessaire pour que vous cessiez de regarder à l'extérieur et que vous commenciez enfin le voyage vers l'intérieur. Si cet espace de réflexion que vous créez nomme quelque chose que vous n'avez jamais pu dire à voix haute, prenez un instant pour écrire une seule phrase pour vous-même. Une phrase qui ancre cette nouvelle prise de conscience. Que se passe-t-il si, après un certain temps, il frappe à cette porte ? Sa réaction à votre silence est le test final, non pas pour vous, mais pour la relation. S'il arrive avec colère, avec des accusations, « tu me punis, qu'est-ce qui te prend ?» il vous montre qu'il n'a rien compris. Il ne voit que la perturbation de la dynamique qui lui était confortable. Il veut que vous repreniez votre ancien rôle, celui de la régulatrice qui absorbe sa frustration. La porte reste fermée, non par méchanceté, mais par sagesse. S'il arrive avec une panique manipulatrice, des promesses soudaines et grandioses qui ne sont pas soutenues par une véritable introspection, il essaie de trouver la bonne clé pour rouvrir la boîte à outils que vous étiez. Il ne cherche pas à vous comprendre, il cherche à retrouver son confort. La porte reste fermée. Mais s'il arrive différemment, s'il frappe doucement, s'il attend, s'il dit non pas « tu m'as manqué », mais « ton silence m'a fait réfléchir »,
s'il ne vous demande pas d'explication, mais qu'il commence, pour la première fois, à essayer d'expliquer ce qu'il ressent, lui, avec des mots maladroits et incertains. Alors, peut-être, la porte peut s'entr'ouvrir. Mais la femme qu'il trouvera de l'autre côté n'est plus la même. Ce n'est plus la femme anxieuse qui attend sa validation. C'est une femme qui a trouvé sa propre source. Une femme qui n'a plus besoin de lui, mais qui peut choisir d'être avec lui. La dynamique a été fondamentalement et irréversiblement modifiée. Elle ne l'accueillera pas avec un « enfin, tu as compris ». Elle l'accueillera avec le calme de quelqu'un qui n'attendait plus. Sa paix intérieure ne dépend plus de sa présence. Elle est devenue un cadeau qu'elle peut partager, pas une ressource qu'elle doit mendier. Elle posera des limites, non pas comme des murs, mais comme les clôtures d'un jardin sacré. Je suis heureuse de te parler, mais je ne retournerai pas dans des conversations circulaires qui m'épuisent. Je t'aime, mais je ne m'abandonnerai plus pour te garder. Beaucoup d'hommes, face à cette nouvelle force tranquille, ne sauront pas quoi faire. Ils étaient habitués à la danse de la poursuite et de la fuite, du drame et de la réconciliation. La paix les déconcerte. Ils peuvent repartir, chercher une autre partenaire de danse plus prévisible. Et si cela arrive, ce ne sera plus une tragédie, ce sera une clarification. Parce que la femme qui a goûté à sa propre souveraineté ne peut plus retourner dans une cage, même si elle est dorée. La douleur de la solitude est bien moins grande que la douleur de se trahir soi-même chaque jour. Et s'il ne revient jamais ? Si le silence s'étire et devient la nouvelle norme ? La peur initiale se sera transformée en autre chose, une acceptation, une paix. Vous regarderez en arrière, non pas avec amertume, mais avec une sorte de gratitude. Gratitude pour cet homme qui, par son incapacité à vous entendre, vous a forcé à trouver votre propre voix intérieure. Il a été le professeur involontaire de votre plus grande leçon, l'amour de soi. Vous comprendrez que le but n'a jamais été de le faire revenir. Le but était de vous faire revenir à vous-même. La femme qui a choisi le silence au lieu des explications n'est pas une femme qui a renoncé à l'amour. C'est une femme qui a renoncé à l'amour qui coûte la paix. C'est une femme qui a compris que le véritable amour ne demande pas que l'on s'efface, mais qu'il nous aide à devenir plus pleinement nous-mêmes. Elle apprend à habiter son corps différemment. L'anxiété qui serrait sa poitrine est remplacée par une respiration plus profonde. La tension dans ses épaules se relâche. Elle marche avec une assurance nouvelle, non pas arrogante, mais ancrée. Elle sait que sa valeur n'est pas négociable. Elle n'est pas déterminée par l'attention ou l'absence d'attention d'un homme. Elle est intrinsèque. Son silence a été un pèlerinage. Un voyage à travers les territoires sombres de l'ombre, les illusions de la projection et les fantômes des complexes. Et elle en est revenue, non pas avec des réponses sur lui, mais avec une connaissance profonde d'elle-même. La porte de sa chambre intérieure est maintenant gardée. Non par un cerbère, mais par une douce et féroce gardienne, sa propre dignité. Elle sait maintenant que le plus grand acte d'amour n'est pas de s'expliquer sans fin à quelqu'un qui ne veut pas entendre, mais d'écouter en silence la sagesse qui a toujours été à l'intérieur. Mon silence n'est pas une arme, c'est le sanctuaire où je me suis enfin retrouvé. Et ce sanctuaire a une résonance physique, une mémoire corporelle que vous commencez à peine à déchiffrer. Pendant des années, votre corps a été une sentinelle, postée sur les remparts de votre relation. Vous connaissiez par cœur la sensation de votre estomac qui se noue en attendant un message, la tension qui s'accumule dans votre mâchoire lorsque vous reteniez des mots pour ne pas envenimer les choses, la brûlure derrière les yeux lorsque les larmes étaient ravalées. Votre système nerveux était en état d'alerte permanent, vibrant au rythme d'une guerre de tranchées émotionnelles. Le cortisol, l'hormone du stress, était le carburant silencieux de vos journées. Le silence, au début, n'a rien changé à cela. Le corps, par habitude, a continué de guetter l'ennemi. Mais jour après jour, dans le calme de ce cessez-le-feu que vous avez imposé, quelque chose a commencé à se desserrer. Un matin,
Vous vous êtes surprise à prendre une inspiration profonde, une vraie, pas un soupir de résignation. Une inspiration qui a semblé descendre jusqu'au fond de votre ventre, là où l'anxiété avait élu domicile. C'était comme ouvrir une fenêtre dans une pièce confinée depuis des lustres. L'air frais de la possibilité. C'est la mémoire du corps qui se réécrit. Les cellules, qui avaient appris le langage de la peur et de l'anticipation, commencent à épeler un nouveau mot, sécurité. La sécurité ne vient plus de sa validation, mais de votre propre présence à vous-même. Vous remarquez que vos épaules ne sont plus collées à vos oreilles. Vous pouvez poser vos mains à plat, sans que vos doigts ne soient crispés. Vous marchez, et vous sentez le sol sous vos pieds, un sentiment de terre qui vous ancre, qui vous dit que vous êtes là, solide, indépendante de la tempête ou du calme plat de l'autre. Cette transformation physique est le signe le plus tangible que le changement n'est pas qu'une idée intellectuelle. C'est une reprogrammation. Votre énergie, qui fuyait constamment vers l'extérieur pour analyser, anticiper, apaiser et comprendre l'autre, commence enfin à refluer. Elle revient irriguer vos propres terres. Et avec ce retour d'énergie, les couleurs du monde semblent revenir aussi. Ce n'est pas une hallucination poétique, c'est le résultat d'une bande passante mentale qui se libère. Le processeur de votre cerveau, qui tournait à 90% pour gérer la tâche de fond de la relation, a soudain de l'espace pour remarquer la nuance du ciel au crépuscule, pour vraiment entendre la mélodie d'une chanson, pour savourer la texture d'un aliment. Vous ne surviviez plus, vous recommenciez à vivre. Et puis vient un test, plus subtil et peut-être plus dangereux que la confrontation directe. Ce n'est pas lui qui frappe à la porte, c'est son fantôme. Un soir, sans crier gare, une vague de nostalgie vous submerge. Une photo apparaît dans vos souvenirs, une chanson passe à la radio, une odeur vous rappelle un moment heureux. Un moment où tout semblait simple, où le potentiel que vous aviez projeté sur lui semblait si réel, si proche. Une voix insidieuse, celle de la gentille fille, qui sommeille encore, murmure. Tu vois, ce n'était pas si terrible. Il y avait du bon. Peut-être que tu as été trop dur. Peut-être qu'un simple mot de ta part pourrait tout arranger. C'est le chant des sirènes de la familiarité. La tentation de retourner à une douleur connue plutôt que de continuer à naviguer dans l'inconnu de votre propre souveraineté. La femme d'avant aurait saisi son téléphone. Elle aurait interprété cette nostalgie comme un signe qu'elle devait tendre la main. Elle aurait rompu son silence, non par force, mais par faiblesse, poussée par la peur de la solitude et le mirage du passé. Mais la femme que vous êtes devenue fait quelque chose de radicalement différent. Elle ne repousse pas la vague. Elle ne panique pas. Elle s'assoit et elle la laisse arriver. Elle accueille la tristesse. Elle dit oui à la douleur du deuil pour le rêve qui n'a pas eu lieu. Elle regarde le fantôme du passé en face et lui dit, avec une douceur nouvelle, « Je me souviens de toi. Je te remercie pour la joie que tu m'as apportée à ce moment-là. Mais ce moment est terminé. Et je ne sacrifierai pas la paix que j'ai construite aujourd'hui pour une illusion d'hier. » C'est l'acte d'intégration ultime. Ce n'est plus une lutte entre le bon et le mauvais. C'est la reconnaissance que tout a fait partie du chemin. En faisant cela, vous ne reniez pas l'amour que vous avez ressenti. Vous l'honorez pour ce qu'il était, tout en refusant de le laisser dicter votre avenir. La nostalgie n'est plus un crochet qui vous tire en arrière. Elle devient une simple page d'un livre que vous avez lu et que vous pouvez maintenant reposer doucement sur l'étagère. Ce silence que vous avez choisi se métamorphose encore. Il n'est plus un bouclier, ni même un sanctuaire. Il devient un outil, un instrument de perception. Dans le calme de votre monde intérieur, votre intuition s'est aiguisée. Vous commencez à sentir les dynamiques autour de vous avec une clarté nouvelle. Vous reconnaissez instantanément chez les autres, amis, collègues, famille, les schémas de communication qui drainent l'énergie. Vous voyez les jeux de pouvoir subtils, les demandes de validation déguisées, les projections.
non pas avec jugement, mais avec discernement. Et vous apprenez à ne plus y participer. Vous n'entrez plus dans les débats stériles. Vous ne vous sentez plus obligé de prendre en charge les émotions des autres. Vous pouvez offrir une écoute compatissante, mais vous ne plongez plus avec eux dans le marécage. Votre silence vous a appris la différence entre la compassion et le sacrifice. Finalement, ce voyage intérieur vous mène à une compréhension plus profonde de la nature même de l'amour. Vous aviez cru que l'amour était une fusion, une tentative de combler un manque. Vous comprenez maintenant que l'amour véritable, l'amour durable, est une résonance entre deux êtres entiers. Ce n'est pas deux moitiés qui essaient de former un tout, mais deux totalités qui choisissent de marcher côte à côte, chacune éclairant le chemin de l'autre sans jamais lui prendre sa lumière. La question de savoir s'il reviendra ou si vous rencontrerez quelqu'un d'autre perd son urgence, car vous avez trouvé le partenaire le plus essentiel, vous-même. Vous avez appris à vous tenir compagnie, à vous délecter de votre propre présence. La solitude n'est plus un vide à combler, mais un espace à habiter, un espace riche, fertile, plein de vos propres pensées, de vos rêves et de votre musique intérieure. Et si un jour, un amour se présente à la porte de ce jardin que vous cultivez avec tant de soin, il trouvera une femme qui ne demande pas à être sauvée. Il trouvera une femme qui sait déjà qui elle est. Il trouvera une femme dont le silence n'est plus le signe d'une blessure, mais l'expression d'une paix profonde. Une paix qui dit « Je suis ici, entière, et je suis prête à te rencontrer, toi aussi, dans ton entièreté. Pas pour nous compléter, mais pour partager nos mondes. » Le silence n'était pas la fin de la conversation. Il était le début du seul dialogue qui compte vraiment, celui que l'on mène, tout au long de sa vie, avec la vérité de son âme. Et cette conversation-là, une fois qu'elle a commencé, ne s'arrête plus jamais. Elle devient la mélodie de fond de votre existence, une source silencieuse de force, de sagesse et de joie. Une joie qui ne dépend de rien ni de personne, car elle jaillit du simple fait d'être, enfin, pleinement et irrévocablement, soi-même.